Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 2 novembre 2020, drame de Kumba, des bougies et une plaque commémorative pour les enfants tués le 24 octobre dernier au complexe scolaire Moda Francisca de Fiango, c'est à Kumba, dans la région du sud-ouest. Paula Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, s'est rendu ce jour à Kumba, apporter réconfort aux familles des victimes de ce drame. En page sport ce jour, on parlera athlétisme, cyclisme et football. Football où la première journée de la Ligue 1 s'est jouée ce week-end dans un contexte de crise qui secoue la Ligue de football professionnel du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Une assemblée générale de cette dernière a d'ailleurs eu lieu ce jour. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Drame de Kumba, 7 bougies allumées pour les 7 enfants tués le 24 octobre dernier au complexe scolaire Moda Francisca de Fiango, c'est à Kumba, dans la région du sud-ouest. Le geste est de Paula Tangandji qui s'est rendu ce jour à Kumba où il est allé se recueillir sur le lieu du drame. Le ministre de l'administration territoriale est venu consoler les familles éprouvées et apporter le réconfort du chef de l'État pour l'organisation des obsèques. Une visite des 14 autres enfants encore internés dans les formations hospitalières a également été faite. Paula Tangandji a demandé à la population de garder le courage aux séparatistes. Il a rappelé qu'il y a une justice des hommes et la justice divine. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui après le deuil national décrété par le chef de l'État pour consoler davantage les familles endeuillées et apporter à cette famille le grand geste du chef de l'État. Et nous sommes donc arrivés encore sur le lieu du drame pour notre recueillement. Parce que un jour de deuil national, c'est avant tout un jour de recueillement. Et nous sommes arrivés ici, il y a 7 bougies qui ont été allumées. Et les 7 bougies représentent chacun des victimes, chacun de ces enfants brutalement assassinés par les terroristes. Alors le message est simple, c'est-à-dire c'est de garder la foi en Dieu, faire confiance au chef de l'État, faire confiance aux institutions, parce que je suis persuadé que les enquêtes prescrites par le chef de l'État donneront de bons résultats. Et je suis également persuadé qu'il y a la justice divine. Donc ceux qui ont perpétré cet acte odieux et les commanditaires qui sont à l'étranger seront rattrapés tôt ou tard par la justice des hommes et la justice de Dieu. Alors, pour nous les chrétiens, c'est les bougies de Nevin. Donc il s'agit de 9 jours de prière intense. Il y aura 9 jours de prière intense. Et à la fin de ces 9 jours, il y a des miracles qui vont se produire. Mais je pourrais vous dire sincèrement que ceux-là qui ont perpétré cet acte odieux, qui ont tué ces enfants, et il y a encore 14 enfants grièvement blessés qui sont dans les hôpitaux. Le chef de l'État a souhaité leur prompt rétablissement. Nous allons prendre tout à l'heure les nouvelles des médecins. Nous allons accompagner ces enfants à leur dernière demeure dans un esprit de recueillement. Un culte en hommage aux 7 victimes de l'attaque du complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy à Kumba a été organisé ce dimanche 1er novembre 2020 ici à Douala. C'est une initiative de la sénatrice Armande Dinbel. Inès Panga. Une prière pour que justice soit faite après le massacre de 7 enfants à l'école Moda Francisca International Bilingual Academy à Kumba. Merci Seigneur, parce que tu as manifesté ta puissance en faveur de ces parents afin que justice soit faite. Merci Seigneur pour notre pays. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire à toi seul la gloire et la magnificence dans les siècles des siècles. Amen. Des larmes pour montrer la consternation et pour dénoncer le fait que des enfants soient pris pour cible dans la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous sommes venus ici prier pour nos enfants. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait eu à pleurer pour nos mamans. Et aujourd'hui on pleure malheureusement encore et pour nos enfants.
des jeunes, l'avenir de ce pays. Les mots me manquent. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Et des mots pour interpeller les différents acteurs à faire profil bas pour que revienne la paix dans ces deux régions. La prédication d'aujourd'hui, c'était de nous orienter à savoir que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est des choses qui se sont passées depuis le temps de Jésus. Mais il avait toujours une interpellation pour des pareilles situations ou pour des pareils auteurs, c'est de les amener à la repentance. On a besoin de la repentance. Ce n'est pas le questionnement qui va nous donner, n'est-ce pas, la cessation de ces cruautés. Et c'est à la suite de ces repentances que les uns et les autres connaîtront que la paix est mieux que tout. L'occasion, c'est un culte ce dimanche au 1er novembre 2020 à l'Union des Églises baptistes du Cameroun, église d'Ipita Bali à Douala, à l'initiative de la sénatrice Amande Dinbel. Une cérémonie qui se déroule au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux 7 victimes de Kumba. Une bombe artisanale a explosé dans la soirée du 1er novembre dernier au quartier Sam, c'est à Yaoundé. Aucune perte en vie humaine, environ 5 personnes blessées. Au lendemain de ce drame, comment vit la population? Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage de Olivier Bouzik. À l'entrée du secteur A ce matin du 2 novembre, le cordon de sécurité installé par les forces de l'ordre signale une scène de crime. Une bombe artisanale a explosé ici dans la soirée du 1er novembre. Madrice et son camarade, tous deux commerçants, ont vécu la scène. Hier soir, vers les environs de 19h30, 19h20, j'étais assis là dehors quand il y a eu une explosion en face là. Bon, on était tous surpris parce qu'on était en train de causer ici. Et quand ça a explosé, les gens se sont mis à courir, fuir quoi, pour quitter la scène où ça s'est passé. Donc, on s'est placé, on a commencé à regarder ce qui s'est passé. On a vu les forces de maintien de l'ordre qui ont débarqué peut-être une heure après. On nous a fait comprendre que quelqu'un aurait dû entrer dans le bar et passer la commande. Peut-être en sortant, il a déposé une bombe. Il y avait peut-être plus de 50 personnes, puisque le week-end comme ça, le dimanche, surtout, il y a la population là-dedans plein. Même sorti, même c'était pénible. Il y avait des gens qui marchaient sur les autres pour prendre fuite. C'était pas facile. Environ 5 personnes, dont 2 hommes et 3 femmes, ont été grièvement blessées et transportées dans des centres hospitaliers. Les forces de l'ordre ont scellé le débit de boissons pris pour cible et quadrillé la zone. Pendant leur déploiement, 2 individus ont été interpellés sur place. La police avait fermé la route, donc couper la route pour éviter que les gens doivent passer. Mais 3 motos ont forcé le passage. En forçant le passage, ils ont renversé un agent de sécurité là devant. Monsieur est tombé, il ne faisait que prendre fuite. Les gars de la police ont poursuivi, l'ont arrêté au niveau du carrefour là en haut là. C'est là qu'ils l'ont récupéré. On l'a mis ici, on l'a fait asseoir là. Il s'est assis là. Après ça, on l'a embarqué. Une enquête a été ouverte pour neutraliser les auteurs de l'explosion qui plonge la population du quartier Sam dans la peur. On a peur. Nous sommes vraiment inquiets. Même là où je suis là, je viens même au marché malgré moi. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison, les enfants vont manger quoi. C'est au moins la 5e explosion de même nature enregistrée dans la capitale camerounaise depuis le début de l'année, après celle survenue à Mélène, Ekoudi, Mokolo et Damas. Victor Ndoki est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République fédérale d'Allemagne. Il a été nommé ce jour par un décret du président de la République. Rappelons que Victor Ndoki a été directeur des personnels, directeur de la formation, chargé de mission à la présidence de la République et secrétaire général jusqu'à son départ à la retraite. Il est donc désormais l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Ce 2 novembre marque la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Occasion de constater que les droits des journalistes sont violés au Cameroun. Pire, ces dernières années, notre pays regresse en matière de liberté de la presse. Reportage Makedali Dignotso. Pour le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, les droits des journalistes sont de plus en plus violés dans l'exercice de leur profession. Il y a eu, depuis un certain nombre d'années, des cas
d'atteintes graves, d'atteintes physiques contre les journalistes, des gens qui ont été, des collègues qui ont été agressés physiquement, le matériel confisqué, des journalistes qui ont été battus par des éléments de force de l'ordre. On a encore en mémoire l'affaire Bibi Ngota. Ces dernières années, on a parlé il y a eu des cas de journalistes d'expression anglaise qui ont été interpellés, incarcérés, même si d'autres ont été libérés. Le cas qui vient à l'esprit aujourd'hui, c'est l'affaire Ouazizi, un journaliste mort en détention. Face à cette situation, le syndicaliste demande le vote des lois nationales et internationales pour sanctionner toute violation des droits des journalistes. Le problème qui se pose à tous les défenseurs et protecteurs des journalistes, c'est d'obtenir de nos États à travers la législation nationale, de nos États à travers une législation internationale, que ces atteintes physiques, que ces violations graves de l'intégrité des journalistes soient sanctionnées par la loi. Ça, la journée a été instituée pour des raisons que l'on connaît, la mort tragique de Ghislaine Dupont, Claude Verlon, une mort qui n'a pas été élucidée jusqu'à ce jour. Ce 2 novembre marque la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Occasion de constater que depuis plusieurs années, le Cameroun régresse en matière de liberté de la presse. D'après le classement annuel de Reporters sans frontières, le Cameroun est parti de la 129e place sur 180 en 2018 pour la 131e place en 2019 et a chuté à la 134e place en 2020. Convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire pour le jeudi 12 novembre prochain dès 11h. C'est la substance d'un arrêté du bureau de l'Assemblée nationale signé ce jour par le président de l'Assemblée nationale. Une vingtaine d'agents de l'État sont depuis ce matin en formation à Yaoundé. Les travaux organisés par la ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État visent à renforcer leurs capacités sur les notions d'irrégularité, de faute de gestion, de préjudice et de responsabilité en matière de gestion d'une entreprise publique. Sur les enjeux de ces travaux, je vous propose cet extrait de Rose Mba-Acha au micro de Olivier Bouzik. Le contrôle supérieur de l'État, c'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun. Et à travers les audits et les contrôles qu'on réalise, on s'assure à ce que les ressources publiques mises à la disposition des administrations, de collectivités territoriales décentralisées et les organismes et les entreprises publiques et parapubliques sont mieux gérés. Nous faisons ça, comme j'ai dit, par nos audits et nous faisons ça par nos contrôles. Ça, c'est l'aspect de gendarme, de Consoupé, qui est l'aspect de descendre sur le terrain et constater déjà les actes de mal-gouvernance financière. Mais il y a un autre volet que nous privilégions parce que c'est un volet de guérir, c'est un volet de sensibiliser. Sensibiliser les gestionnaires et les gérants des crédits publics, parce que ça tombe dans notre devoir, selon nos textes organiques de Consoupé, de donner un appui technique, pédagogique et un appui méthodologique. C'est pour ça que nous sommes ici, nous avons organisé cet atelier de formation pour les responsables de la SIC. On va les sensibiliser sur la notion de responsabilité et sous son régime. On va les sensibiliser sur la notion et typologie de la faute des fautes de gestion et les sanctions. On va aussi les peut-être faciliter la compréhension de différentes responsabilités en ce qui concerne le travail de l'agent public et on va leur apprendre beaucoup de choses. De façon que quand on va finir, les ordonnateurs, les gestionnaires de la SIC seront à mesure de bien porter
ou bien de conduire leur mission. De façon que quand le consoupé qui est au leader externe va arriver, on va trouver moins de fautes. Parlons santé à présent. Alzheimer, cette maladie incurable est la première cause de démence chez l'être humain, une pathologie méconnue par plusieurs au Cameroun. Un état des choses qui conduit à la discrimination des malades de l'Alzheimer et de leurs proches. La famille de maman Bogne Frida raconte son expérience dans ce reportage du Inespang. Le quotidien avec les malades d'Alzheimer, ce sont des moments d'égarement et de recherche qui peuvent vous mener à des endroits insoupçonnés. La famille de maman Bogne Frida se rappelle de la difficile expérience de l'année 2019. La grand-mère a eu à partir, elle a fait 2 jours dehors. On est passé par les commissariats, on est passé par les chaînes de télé, les chaînes de radio. C'était vraiment un peu pénible. On nous a appelé à Bipanda, on est allé voir une grand-mère. Mais ce n'était pas elle. On nous a appelé au bois de Singes. C'est là-bas qu'on l'a retrouvée. Dans cette histoire, le pire est évité de justesse. Maman Frida, centenaire, présente des troubles paranormaux. Le phénomène des avions de nuit, qui ont pensé que c'était le phénomène des avions de nuit et qui voulaient déjà arriver au pire. Je crois qu'on réserve souvent le traitement de brûlure à ces personnes-là. Donc ils voulaient la brûler. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés un peu plus tôt. Avec le temps, les membres de sa famille installés au quartier Saint-Michel dans le 3e arrondissement de Douala ont développé des astuces. Constamment, elle est toujours en train de dire qu'elle va rentrer à Bafoussam, rentrer au village. Donc, elle peut se lever là à 4 h du matin, elle porte son sac. Son sac, il y a les jours où c'est lourd. Elle met des choses dedans, elle ramasse tout ce qu'elle peut ramasser, elle met dedans, c'est lourd. Moi-même, quand je porte, je la regarde, je dis que toi, tu fais comment pour porter le sac-ci? Elle dit qu'elle part, elle reste. Après elle oublie qu'elle devait même partir, ça va. Allant même jusqu'à impliquer le voisinage. Parce que tout le monde, jusque là-bas au terminus, on a dit, quand même n'importe qui la voit. L'autre jour, en mois d'août, un Maguida a vu là-bas, il me dit que vous avez laissé la grand-mère. Il pleut comme il a plu l'autre jour là, la grand-mère était ici sur la pluie. Je dis que qui connaît même qu'elle est sortie. Une autre technique a eu offerte par une association, le port d'un bracelet par maman Frida ayant des numéros de téléphone. Lorsque la personne va sortir de la maison et va s'éloigner de son espace familial, il serait plus facile de retrouver la personne à partir de ce bracelet. Donc, même si c'est dans la nuit, ce bracelet est fluorescent. Et ceux qui pourront rencontrer une personne âgée présentant certains signes d'instabilité, de troubles de la mémoire, il suffirait simplement d'appeler les numéros qui figurent sur ce bracelet. Alzheimer, c'est une maladie incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain, mais ces malades ne doivent pas être enfermés parce que distillant toujours une joie de vivre. Et vous l'avez bien dit, Inès Pangan et Disti, vraiment de la bonne humeur. En 1 minute, faisons le tour de l'actualité en Afrique avec VOA. Tension palpable en Côte d'Ivoire au lendemain d'un scrutin boycotté par l'opposition et émaillé de violences qui ont fait au moins 5 morts. L'annonce attendue de la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat controversé faisait craindre lundi une détérioration de la situation. En Tanzanie, la police a arrêté le leader du principal parti d'opposition, Chadema, ainsi que d'autres dirigeants politiques avant une manifestation ce lundi pour dénoncer les fraudes électorales. L'opposition tanzanienne rejette les résultats du scrutin qui donne un 2e mandat au président John Magufuli et 97% des sièges du Parlement à son parti. 3000 soldats français, nigériens et maliens, dont plus d'un tiers sont nigériens, ont mené ces dernières semaines une opération d'ampleur dans la zone des 3 frontières, traquant les groupes armés dans leur zone sanctuaire. Déclaration de la ministre française des Armées, Florence Parly. En Algérie, le oui l'a remporté au référendum sur la révision constitutionnelle proposée par le pouvoir avec plus de 66% des voix, mais le scrutin a été marqué par une abstention record.
Selon certains, c'est un désaveu du président Abdelmajid Tebboune. Sport à présent, état d'avancement des projets d'infrastructure de la Fédération camerounaise de football, examen de l'accord conclu avec la Ligue de football professionnel du Cameroun le 25 septembre dernier. Ce sont les 2 points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue ce jour au siège de l'instance à Yaoundé. Une assemblée générale qui se tient dans un contexte de crise entre la FECAFOOT et la LFPC, qui a d'ailleurs lancé le championnat de Ligue 1. C'était hier dimanche 1er novembre. Olivier Bouzik. C'est la première assemblée générale extraordinaire qui se tient depuis l'élection de Seydou Bombo Njoya et son équipe il y a 2 ans. Bien que convoqué pour faire le point de l'avancement des travaux d'infrastructure de la FECAFOOT, c'est le 2e sujet inscrit à l'ordre du jour portant sur l'examen de l'accord conclu avec la LFPC le 25 septembre dernier qui retient davantage l'attention du comité exécutif. Pour le président de la FECAFOOT, la LFPC a violé la 13e résolution de leurs accords. La LFPC n'a pas observé la mise en œuvre du point 3 de la résolution qui lui demandait de convoquer dans les 30 jours suivant l'Assemblée générale du 25 septembre. Une Assemblée générale élective en vue du remplacement pour la durée du mandat restant des membres du Conseil de la Ligue ayant perdu qualité. Étant entendu que la Ligue professionnelle n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 25 septembre, conformément au point 4 de la résolution numéro 13 qui dit que la remise en cause de toute ou partie des résolutions prises tant par elle que par le comité exécutif constituera une violation de l'accord conclu entre la FECAFOOT et la Ligue et donne mandat au comité exécutif d'en tirer toutes les conséquences. Les membres du comité exécutif sont donc réunis ce 2 novembre pour en tirer les conséquences, à en croire Seydou Bombo Njoya. Dans le mouvement sportif, l'on annonce des sanctions drastiques allant jusqu'à la dissolution de la Ligue. Pourtant, du côté de la LFPC, l'attention est depuis le 1er novembre concentrée sur le déroulement du championnat lancé par le président Pierre Semengue. Les autres rencontres de cette première journée sont d'ailleurs prévues les 4 et 5 novembre prochains. Sauf que d'ici à là, Seydou Bombo Njoya entend abattre la LFPC en plein vol. Vous êtes sans doute d'accord avec moi que les agissements de la Ligue professionnelle de football camerounaise constituent une insubordination. Nous avons le devoir de mettre un terme à cette situation qui a déjà trop duré. Après examen approfondi du sujet, les membres du comité exécutif de la FECAFOOT se prononceront sur l'avenir de la LFPC au cours de la réunion prévue le 4 novembre prochain. L'événement sport de ce week-end est sans doute le démarrage ou le redémarrage du championnat de football professionnel du Cameroun malgré le contexte de crise. Hier à Yaoundé, Coton Sport de Garoua a battu Panthère d'Undé en ouverture du championnat national de football Ligue 1. Pendant ce temps, à Douala, la Fédération camerounaise de cyclisme a organisé une course sous forme de cryptorium en prélude au Grand Prix cycliste international Chantal Biya. L'ancienne athlète Françoise Mbango, pour sa part, était face à la presse pour présenter son institut de formation au métier du sport. On fait le point de ces événements sportifs du week-end dans ce reportage de Makeda Lidi. L'événement sportif du week-end dernier est sans doute le redémarrage du championnat de football professionnel du Cameroun. Dimanche 1er novembre, comme annoncé par la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé a accueilli le match d'ouverture de la nouvelle saison qui a opposé Panthère d'Undé à Coton Sport de Garoua. Rencontre dirigée par des arbitres équato-guinéens face au refus de la Fédération camerounaise de football de mettre les officiels nationaux à la disposition de la LFPC. Pour ce retour à la compétition sur le terrain après 7 mois d'absence dû au coronavirus, Coton Sport s'est imposé sur le score étriqué d'1-0 devant la Zumanto. Ils ont pris le match à bras le corps parce qu'il fallait donner cette victoire à nos dirigeants qui se sont sacrifiés énormément, nous offrir un grand bus et tout ce que ça comporte, et les primes des matchs et les primes d'entraînement. Il va de soi, les gars sont galvanisés. J'avoue aussi que nous avons quelques lacunes, surtout sur le plan offensif. Nous allons mettre l'accent pour que ça puisse mordre la prochaine fois. C'était
je dirais, notre premier match. Donc on a appris, on a beaucoup appris aujourd'hui. Je dirais le meilleur reste à venir. Autre lieu, autre événement sportif. Dimanche, la ville de Douala a accueilli une course cycliste préparatoire au Grand Prix cycliste international Chantal Biya, prévu dès le 18 novembre. À l'issue du critérium qui s'est disputé sur une distance de 95 km à Douala 3e, Clovis Kamzon Abesolo franchit le premier la ligne d'arrivée après un chrono de 2 h 14 minutes 42 secondes. Cette course c'était très difficile. Avec la chaleur, je pense que l'objectif était de gagner. Parce que je suis sorti pour aller défendre un titre, le titre du champion du Cameroun. Parce que je suis le champion 2019. Il fallait que je défende mon titre en 2020. Je pense que je l'ai encore gagné. Et je vais continuer à travailler. Ça me fait déjà une bonne préparation pour le Grand Prix Chantal Biya. Nous avons voulu permettre aux coureurs camerounais de pouvoir s'habituer à ce parcours, de pouvoir jauger les difficultés pour qu'au soir de cette étape, le maillot jaune soit camerounais. Et pendant que cette course cycliste se déroulait, l'ancienne athlète Françoise Bango était face à la presse à Akwa à Douala. La double médaille d'or olympique est venue présenter son institut qu'elle a créé cette année pour former les sportifs et transmettre également son héritage à la nouvelle génération, même si elle regrette le rejet de ses compétences par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Moi, je suis arrivé à la Fédération d'athlétisme, on m'a dit si je reviens encore, on me ferme la porte au nez. Ça fait plus de 5 ans que je n'ai plus mis mes pieds là-bas. Parce que, peut-être parce que les gens ne comprennent pas toujours. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas. Nous ne venons pas et nous ne pouvons même pas concurrencer l'INGS. Nous ne pouvons même pas le concurrencer parce que l'INGS, c'est l'État. Ce que nous venons faire, c'est justement accompagner et appuyer l'État dans son processus de formation, là où le besoin est immense. Malgré les talents que compte notre pays, le sportif de haut niveau est mal géré, dénonce Françoise Bango. Il faut absolument revoir la politique sportive, propose-t-elle. Et un petit rectificatif, Coton a battu Panthère 2-0. Qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.